Moi, j'en ai une pour vous. C'était au sujet de la façon dont les ARN messagers allaient jusqu'aux mitochondries. Et je voulais savoir si vous aviez l'hypothèse qu'éventuellement, ça pouvait y aller avec une RNA binding protein, qui serait donc... Derrière là. Ok. Oui, on pense effectivement qu'il y a des RNA binding proteins qui vont fixer les ARN et qui vont les apporter à la surface des mitochondries. Alors, ce n'est pas spécifique des mitochondries végétales. Hein. Toutes les mitochondries humaines, de levures et de plantes sont les 3 modèles actuels. On montre effectivement ces plateformes aussi traductionnelles, qui est effectivement intéressant, et cet adressage différentiel d'ARN messager. Il faut savoir que, par exemple, pour l'humain, c'est associé à des maladies graves comme Parkinson. Hein, la protéine Parkin, effectivement, est impliquée. Il y a les protéines type pumilio dans la levure qui semblent être impliquées. Par contre, pour les plantes, pour l'instant, il n'y a pas de données publiées sur ces protéines, puisqu'en fait, c'est ce qu'on est en train de faire dans le laboratoire, de trouver les protéines qui sont capables de lier ces messagers. Le deuxième point, c'est effectivement quelle est la partie du messager qui va être liée à la protéine. Et bon, il y a la 3' mutaire pour en tout cas un exemple qu'on a publié pour du coup dans PNAS. Je regarde Norbert. En humain, il y a des séquences type TPR, pentatricopeptide, ou ce genre de choses. Il y a des domaines effectivement qui permettent de lier des protéines de ce type-là. Alors ça va dépendre. D'abord, il n'y a pas eu tant d'études que ça de fait sur les modifications des ARN de transfert. Pourquoi ? Parce qu'au début c'était fait manuellement, j'en sais quelque chose. Mais après, il n'y a pas eu tant d'études que ça. Ceci étant, les quelques études qui ont été faites montrent que les 2 cas de figure existent. J'ai pris l'exemple d'un ARN de transfert leucine où il y avait justement une méthylation de différence entre la forme cytosolique et la forme mitochondriale, parce qu'une fois que l'ARN de transfert est internalisé, il y a une méthylation qui se fait à l'intérieur de la mitochondrie, et fort heureusement, parce que c'était quand même, je n'en ai pas parlé, mais très difficile de démontrer cette importation, puisqu'on nous disait toujours qu'on était contaminé, soit par du cytosol, soit par les chloroplastes, quand c'était des ARN de transfert chloroplastique. Mais on a des ARN de transfert mitochondriaux et cytosoliques qui ont exactement la même séquence et les mêmes modifications. Tout dépend du type de modification. Après, pour les gènes qui sont codés à l'intérieur de la mitochondrie, il y a des modifications qui sont différentes. Les ARN de transfert eucaryotiques étant hyper modifiés, je vais dire, par rapport aux ARN de transfert de type prokaryotique, qui sont moins de modifications et moins complexes. Je vais me permettre une question un petit peu iconoclastique, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas dans le domaine, mais vous avez insisté au laboratoire à plusieurs reprises sur le fait qu'Arabidopsis était arrivé relativement récemment. Est-ce qu'il y avait des raisons particulières qui faisaient que finalement ce modèle n'a pas été utilisé ? Je sais que dans certains laboratoires, il y a des réticences sur l'utilisation de souris génétiquement modifiées, etc. Et c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui fait obstacle ou qu'est-ce qui, finalement, à un moment donné, on se dit, bah si, il faut quand même y aller. Roland, tu veux répondre ? Oui. Donc, la réponse est simple. Hein, on faisait beaucoup de biochimie, d'accord ? On pouvait aller au marché acheter 7 kilos de feuilles d'épinards, alors que maintenant, il faut attendre 3 mois et il nous faut des mètres carrés de culture de cellules pour purifier des chloroplastes. Pour vous donner un exemple, 7 kilos de feuilles d'épinards du marché, ça donne des 10 mg de protéines d'enveloppe du chloroplaste purifié. 3 mois de culture avec plusieurs bacs d'Arabidopsis, ça donne 150 microgrammes de protéines d'enveloppe du chloroplaste. Le problème s'est posé quand on a commencé à faire de la protéomique, parce que les bases de données disponibles, donc les génomes séquencés, c'était Arabidopsis. Et si on voulait faire une correspondance entre
le séquençage des protéines et les bases de données, il nous a fallu passer à Arabidopsis et adapter tous nos protocoles de biochimie à cette plante minuscule, mais bien pratique pour la génétique. Francis André, tu avais une question? Oui, c'est une question pour, je ne sais pas si c'est Jacques ou Éric. Vous avez évoqué l'un et l'autre le fait qu'une des grandes contributions, bien sûr, ça a été la capacité de séparer l'enveloppe interne de l'enveloppe externe. Et en particulier, Jacques, tu as évoqué une propriété spécifique de l'externe en termes de lipides qui serait de la phase acétylcholine. Et pour moi, ce qui reste toujours pas trop clair, et vous ne l'avez pas trop évoqué, vous pouvez probablement faire plus de commentaires, c'est qu'est-ce qu'on a comme hypothèse, en effet, sur l'origine de la membrane externe par rapport à la membrane interne. Sont-elles vraiment d'origine différente? Sont-elles faites des espèces de duplications? Est-ce que vous pouvez nous dire des choses là-dessus? Alors, c'est une question très compliquée. Le schéma qui a pu émerger de l'analyse du lipidome et du protéome, c'est qu'on avait deux membranes qui semblaient structurellement analogues ou homologues aux deux membranes des cyanobactéries. Donc, en effet, la cyanobactérie ancestrale est rentrée, peut-être avec un phagosome, peut-être par un trou, mais qu'elle s'était installée comme ça. Et donc que la cyanobactérie dans ce nouvel environnement continuait à se perpétuer par son propre mécanisme de biogénèse. Il s'avère que pour fabriquer les deux membranes, soit on met des machineries de fabrication de lipides dans les deux membranes, mais il y a des systèmes où une seule machinerie sur une seule des membranes suffit à faire les deux. Donc on peut avoir voilà, la perpétuation de ce système de cyanobactéries. Or, ça c'est quelque chose que tu connais bien, c'est que finalement les gènes qui sont aujourd'hui dans le chloroplaste viennent peut-être de la cyanobactérie ancestrale et puis d'autres prokaryotes. Donc il y a eu une réutilisation de gènes d'autres partenaires. Et donc on se retrouve avec quelque chose aujourd'hui qui n'est pas simplement hérité de la cyanobactérie. Alors maintenant, savoir dans ce qui a été recombiné au cours du temps, ce qui peut venir d'autres systèmes, c'est compliqué à dire. Surtout que les enzymes de synthèse des galactolipides, c'est fabriqué dans les cyanobactéries qui ont des membranes photosynthétiques, c'est fabriqué dans les chloroplastes qui ont des membranes photosynthétiques, on a besoin de ces lipides-là, mais il n'y a pas un seul gène qui est identique. Donc derrière, il s'est passé quelque chose, mais personnellement, moi, je n'ai pas d'hypothèse par rapport à ça. Oui, juste pour ajouter quelque chose, quand on regarde la membrane externe des cyanobactéries, il y a des lipopolysaccharides sur la face externe. Et on peut penser que les lipopolysaccharides ont été remplacés par l'APC. Si tu regardes un petit peu, ils sont localisés sur la face externe de la membrane externe. Et comme le système s'est intégré, il y a une chose qui est importante. À partir du moment où il y a eu l'intégration du plast à l'intérieur d'une cellule, enfin de l'ancêtre du plast, il n'y avait plus les mêmes problématiques d'osmolarité. Et donc il y a plein de choses qui ont disparu, qui étaient dans l'espace intermembranaire entre la membrane interne et la membrane externe des cyanobactéries, qui maintenaient le système fonctionnel, qui étaient aussi liés à des lipopolysaccharides. Donc tout ça, ça a disparu. Et je pense que au moment de l'intégration, une des choses importantes, c'était de virer tout ce qui était inutile. Et je pense que l'APC a remplacé un vide. Mais c'est... Je ne suis pas prêt de faire des manips là-dessus. Bon, je pense qu'on va peut-être arrêter la discussion à ce stade s'il n'y a pas d'autres questions. Donc je voudrais remercier tout le monde pour sa participation. Et puis je voudrais joindre mon témoignage personnel. J'ai connu Roland quand j'étais étudiant. Et
j'ai souvenir de Roland nous expliquant le cycle de Krebs. C'était une véritable pièce de théâtre. Et Roland vivait le cycle de Krebs. Et je crois que beaucoup d'entre nous lui devons cela. Et c'est la raison pour laquelle on a fait de la biologie végétale, pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Roland nous laisse un héritage formidable qu'on n'est pas prêt d'oublier. Merci à toutes et à tous.